Sur Instagram, on peut le voir enchaîner les concerts, les freestyles et les tournées, mais aussi négocier avec sa fille de 4 ans sur le choix de sa future cover ou vivre des week-ends avec elle dans des parcs d'attractions. Rappeur à plein temps, Kemler a la facilité de partager son quotidien, que ce soit dans ses textes que sur les réseaux. On pourrait vous parler de ses feats avec Fianso, Chila ou A2H, ou encore de son dernier album, Alain, hommage à son père, un projet ultra introspectif. Mais aujourd'hui, on va surtout parler de la personne qui a bouleversé sa vie. Sa fille, qui est sa pote, son binôme, sa DA, peut-être même sa manageuse, et souvent sa plus grande critique. Entre rappeur à temps plein et papa investi, Kemler tente de tout concilier et de s'impliquer au maximum dans les premiers moments que vit sa fille. Comment? Nous allons le découvrir. Merci d'être avec nous, Kemler, et bienvenue sur Mon Papa à moi. Tu peux me rejoindre? Trop bien. Waouh. T'as aimé l'intro? C'était une intro de fou. C'est vrai? Ouais. Génial. Comment ça va, Kemler? Ça va très bien. Ça va très bien. Très content d'être là. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Super. Et si là, je t'accueille le début de l'émission et que je te fais ça? Ouais, bah c'est ce que je fais avec ma fille tout le temps. En fait, on se fait ça. Ça fait partie des signes qu'on a. On a tous les signes de cœur. Elle m'a appris à faire ça. Et celui-là. C'est quoi l'histoire de ce signe? En fait, on a l'habitude, chaque fois qu'on est loin, pour communiquer, de se faire des signes. Ça a été vraiment tous les types de cœurs. Ça a été des trucs comme ça. Ça a été des trucs comme ça. Et en fait, elle m'a appris des trucs que je connaissais pas. C'est bête, mais je savais pas faire ça. Et voilà, maintenant, je maîtrise un peu mieux mes doigts. Mais quand tu dis quand on est loin, c'est par exemple quand elle est dans le public et que toi, tu es sur scène. Ouais, ça a été qu'une seule fois. Elle m'a vu une fois sur scène. C'était fin décembre. Il y avait 1000 personnes, mais pour elle, il y avait personne, quoi. C'était elle et moi. Donc, si elle me faisait un signe, il fallait que je lui réponde. Ouais. J'ai arrêté un moment le concert et j'ai expliqué le truc parce qu'on avait l'impression que j'étais fou, quoi. Je faisais que des signes. Tu l'as fait plusieurs fois d'affilée? Je l'ai fait 20 fois. Genre, elle m'a fait au moins. Elle me faisait des signes toutes les 2 secondes. Et puis, en plus, elle était sur les épaules de mon meilleur ami. Et en fait, donc, je l'avais en face de moi pendant tout le concert. Donc, c'était presque un moment privilégié. C'était 5 jours après son anniversaire. Donc, j'ai pu lui faire un chant d'anniversaire avec 1000 personnes. C'était stylé, c'était drôle. Dans Veille de rentrée, tu dis « Je suis meilleur père depuis séparation ». Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que quand on devient papa célibataire, il y a des interrogations qui arrivent. On peut plus se reposer, en fait, sur, que ce soit mère célibataire ou père célibataire, mais on peut plus se reposer sur son conjoint ou sa conjointe. Et du coup, il y a des trucs qu'on faisait pas et qu'on doit apprendre à faire. Moi, la première chose que je me suis dit, c'est fallait que je devienne une meilleure personne, et 2, fallait que je devienne un meilleur père. Concrètement, t'as changé quoi? Je pense que, typiquement, ce fait de séparer mon temps en 2, entre Marseille et Paris, c'est parce qu'à un moment, je me suis rendu compte que d'être à Marseille tout le temps, d'être avec ma fille et d'être sur mon téléphone pour travailler, j'avais l'impression de perdre des moments. Je me disais, c'est pas normal que ma fille me dise, allez, viens jouer, et que je dise, non, je peux pas, attends, je travaille. Ça me dérangeait de plus en plus. Donc j'ai fait ce choix-là, qui est assez énergivore en vrai, parce que je passe beaucoup de temps dans les trains. Attends, ce choix-là, c'est toi maintenant, t'es à Paris, c'est ça, et ta fille, elle vit à Marseille? Exactement. En gros, je descends une semaine sur 2, où je m'occupe de ma fille. J'ai la chance de bien m'entendre avec sa maman. Donc en fait, c'est assez fluide. C'est-à-dire que on tient compte de son travail, on tient compte du mien, et on tient compte aussi de la vie de ma fille, de ce dont elle a envie, si elle a envie d'aller chez son père, alors que c'était pas le jour, elle y va, et puis vice-versa, quoi. C'est assez détente de ce côté-là. Et ouais, je me suis rendu compte que être à Paris, ça faisait que être à Paris une semaine sur 2, ça faisait que je devais beaucoup plus travailler. C'est-à-dire que j'ai des journées à Paris qui sont vraiment très fatigantes. Mais par contre, quand je suis à Marseille, je travaille pas, quoi. Je suis avec ma fille. T'as l'impression d'être beaucoup plus présent, du coup, avec elle depuis que t'es séparé. Ouais, et puis moi, ma fille, elle m'a fait découvrir l'amour, quoi. Je savais pas trop ce que c'était. On a grandi qu'entre potes, qu'entre mecs. Donc en vrai, je savais pas ce que c'était, quoi. Bêtement, au moment où j'allais être papa, je me disais, je veux un garçon parce que c'est ce que je connais. Ouais. Et puis tu te dis, un garçon à 15 ans, avec le papa, le garçon, il s'émancipe,
commence à vivre sa vie, et il s'éloigne un peu de son père, et après il revient un peu plus tard, c'est comme ça, et on sait comment c'est. Une fille, je savais pas. Donc quand tu sais pas, t'as peur. Et t'as peur de quoi? Aujourd'hui, j'ai peur qu'elle grandisse trop vite. J'ai des amis qui ont des enfants, qui ont des filles qui sont plus grandes que ma fille. Et je vois qu'ils sont confrontés à différents types de problèmes. J'appréhende les disputes entre copines, j'appréhende évidemment les premiers flirts, j'appréhende tout. Et tes potes, ils te disent des trucs comme ça? Tu vas voir, quand elle va grandir, elle Oui, aussi. bah oui. Typiquement, j'ai un ami, sa fille, elle rentre en 3e. J'ai un ami, ses filles, elles rentrent en 6e. Et en fait, c'est des problèmes extrêmement différents. Ça m'inquiète. Bah, déjà, le fait de... Moi, elle n'a pas fait de crèche, elle n'a pas fait de nounou, etc. Donc, la première semaine d'école, c'était un déchirement, quoi. Parce que je vais la chercher à l'école avec sa mère et elle nous dit... je dis, ah, ça s'est bien passé. Elle me dit, ouais, ça s'est bien passé. Juste, il n'y a personne qui veut jouer avec moi. Et moi, je me dis, putain, je comprends pas, quoi. Je comprends pas, je la trouve sympa, je la trouve drôle, etc. Donc, pris de panique, je prends le lendemain pour aller me cacher dans les feuillages pendant la cour de récréation. En plus, je me dis, si quelqu'un me voit comme ça, il se dit, mais c'est un pédophile. J'étais caché comme ça, comme un fou dans les feuillages, mais en fait, je voulais voir si c'était vrai. Et c'était pas vrai. En fait, elle m'a dit ça parce que c'était... Vous me laissez à l'école, vous m'abandonnez. Oui, bien sûr. Et moi, j'étais en angoisse de me dire, waouh, pourquoi elle n'a pas de copine? Et en fait, petit à petit, ça a commencé à... On s'inquiète de tout, en fait. Toutes les premières fois, on s'en inquiète. Et aujourd'hui, ça se passe trop bien. Plein de copains, plein de copines. Tu l'as dit à ta fille, ça? Que t'es venu la voir et que t'étais derrière les buissons? Je lui ai dit à la fin de l'année, et parce que j'étais avec sa mère aussi, et elle m'a pas cru. Elle a dit, non, c'est pas vrai, vous n'êtes pas venu et tout. Je dis, si, je te jure. Elle me croit pas. Et la maman, elle t'a pris pour un fou ou pas? Non, mais sa mère aussi, elle est partie se cacher. Ah ouais, on s'est caché à deux. Ouais, bah, évidemment, on était trop inquiets. Comment vous avez expliqué la séparation à ta fille? Elle avait 2 ans, ça s'est pas vraiment expliqué. On a fait ça hyper en douceur parce que j'étais beaucoup en déplacement. Donc il n'y a pas eu une vraie cassure, quelque chose de hyper différent de je suis là tous les jours et je suis plus là d'un seul coup. Et c'était une période assez compliquée parce que c'est la période où j'avais mon papa qui était dans le coma et à Paris. Donc j'étais beaucoup là-haut. Elle n'avait pas l'école encore, ma fille. Donc je la prenais 1 semaine sur 2 avec moi à Paris. Et au moment où mon père est descendu, on a fait ça petit à petit en douceur. Ça veut dire que j'allais manger avec elle et sa maman dans la maison. Je couchais ma fille et je partais. Et en fait, ça s'est fait hyper en douceur. Je pense que c'est un âge où tu te rends pas vraiment compte des choses, à 2 ans. Et en fait, après, c'est devenu assez logique. Et puis, c'est comme ma fille est très possessive de sa mère, de son père, de manière séparée. Ça veut dire que je pense que aujourd'hui, elle comprendrait pas que son père et sa mère se fassent un bisou, quoi. Pour elle, c'est impensable. Les bisous, c'est que pour elle, quoi. Là, tu as parlé de ton père. Ouais. Tes parents, ils sont restés très longtemps ensemble, c'est ça? 43 ans. Ouais. 43 ans. C'est un sacré modèle que tu as eu. Ouais. Par rapport à ce modèle, en fait, c'est quelque chose que tu avais en tête au début, lorsque tu voulais fonder une famille? Oui, en vrai, oui. Surtout que j'ai pas souvenir de moments difficiles entre mes parents. T'as jamais été témoin de disputes ou quoi que ce soit? Ouais, des petites disputes de la vie de tous les jours. Mais je veux dire, pas de possible séparation ou de trucs comme ça. Ils sont toujours beaucoup aimés. Donc oui, évidemment, ça devient un modèle, mais un modèle qui aujourd'hui est très difficile à reproduire et que j'ai pas été capable de reproduire au final. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, comme je t'ai dit tout à l'heure, 1, il faut que je devienne une meilleure personne. 2, il faut que je devienne un très bon père. Et en tout cas, j'essaie de l'être. Tu penses que c'est générationnel, en fait, le fait qu'on reste plus de 40 ans, ou tu penses plutôt que c'était lié à ta relation et que c'était pas fait pour Non, je pense que c'est au-delà du côté générationnel, selon moi, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de tentations, tellement de possibilités,
de séparer, on répare plus les choses, ou de moins en moins. Les gens se séparent vite. Nous, ça a été hyper différent. On a fait 10 ans ensemble. 10 ans aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une éternité. Ouais. Mais ouais, et même au moment de la séparation, tu as plus l'impression que tu es disputé avec quelqu'un de ta famille. Ça veut dire que ouais, vous parlez pas trop, mais en revanche, c'est quelqu'un de ta famille. Ça veut dire que s'il a un problème, tu es là, quoi. Et j'ai toujours cette sensation. J'ai passé un tiers de ma vie avec cette personne. Donc c'est quelqu'un qui est important pour moi. Aujourd'hui, vous arrivez encore à vous arranger dans la gestion? Oui, c'est très cool. Et puis nos familles s'aiment aussi, entre elles. Donc forcément, ça joue. Et puis, il y a ma fille, quoi. Il y a ma fille qui fait que, bah, tu peux... En fait, je me verrais pas me disputer en continuant avec elle. Ça voudrait dire que je respecte pas, au-delà d'une personne, je respecte pas la mère de ma fille. Ça veut dire que je respecte pas ma fille. C'est une personne que ma fille aime et idolâtre. Donc, évidemment que j'ai pas envie de créer un quelconque conflit avec elle. Ça vient de ton éducation, ça? Je pense, en tout cas, j'ai toujours grandi comme ça, et je crois que mes amis, mes proches ont toujours été comme ça. On a toujours, je sais pas, on a grandi dans le respect, on a grandi dans le fait, dans la douceur aussi. Parce que même si dehors c'est dur, à la maison, ça a toujours été doux chez moi. Et ta mère, à toi? Ça a été un soutien dans l'éducation de ta fille? Ça l'est encore au quotidien? Ouais, ça l'est complètement. Mon père aussi, malheureusement, jusqu'à qu'il nous quitte. Moi, au moment de mon premier contrat chez Universal, j'ai racheté la maison de mes parents qui avaient des difficultés financières pour qu'ils puissent rester dans la maison familiale. Et du coup, moi, je louais. J'ai jamais acheté pour moi. Et au moment de la séparation, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un retour des choses qui fait que quand je suis à Marseille, je suis dans cette maison-là, qui est très grande, avec ma mère et ma fille. Et en fait, si j'avais acheté une maison pour moi et pas pour mes parents, aujourd'hui, j'aurais pas cette chance-là. Et ouais, ça c'est trop bien parce que quand je descends, on va chercher ma fille avec ma mère à l'école. Et ouais, c'est des super moments, ouais. Ton père, il a eu l'occasion de rencontrer ta fille? Oui, mon père, il nous a quittés le 29 décembre 2024. Ça a été très, très difficile pour ma fille. Moi, je pense que le moment où j'ai perdu mon père, je crois que le premier truc que je me suis dit, c'est comment je vais expliquer à ma fille. Ils étaient très, très proches. La première année et demie de ma fille, elle avait énormément de mal à dès qu'un garçon l'approchait, dès qu'un homme l'approchait. Et même mon frère, qui aujourd'hui est son tonton, qu'elle aime plus que tout, même lui, c'était hyper dur. Et les seuls avec qui ça se passait bien, c'était mon père et moi. Et bon, moi, je suis son père, mais son grand-père, c'était... ouais, ils ont vécu grave de trucs ensemble. Elle s'occupait de lui quand il était très malade. Et j'ai l'impression qu'elle a eu une sensation... la dernière fois qu'il est parti à l'hôpital, il est resté une dizaine de jours et il était vraiment très, très affaibli. Donc, je voulais pas lui montrer. Et en fait, elle m'appelait tous les jours pour me dire « montre-moi, papy ». Comme si elle sentait un truc. C'était assez impressionnant parce que quand je l'appelais et que j'étais avec mon père et que mon père allait bien, elle me disait pas montre-le-moi, montre-le-moi. Elle sentait un truc. Ça fait maintenant 3 mois qu'il nous a quittés et elle me demande toujours. Elle t'en parle encore? Elle me demande. En fait, elle a eu l'habitude aussi des allers-retours entre l'hôpital et le fait de rentrer. Donc ça a été, pour elle, quand on lui a dit il est dans le ciel et ça a été hyper compliqué, elle disait ouais mais quand il va aller bien, il va revenir. Donc pour elle, ça n'existait pas ce sentiment-là. Et il y a eu tout un processus. Mon frère a pensé à quelque chose, c'est que mon père, il avait un lit médicalisé. La maison de mes parents, elle est sur 2 étages et il avait un lit médicalisé donc au rez-de-chaussée parce qu'il pouvait plus monter les escaliers. Et quand il est parti,
ce lit, nous, on a dû le rendre. Ça veut dire que d'un seul coup, il y a eu un espace immense qui était la chambre de mon père, au final, vide. Et ça, ma fille, je savais que ça allait être très compliqué de le comprendre pour elle. Et mon frère a eu l'idée de créer un espace de jeu pour ma fille qui a adouci le truc. Et ce qui se passe, c'est que ma fille, elle pose toujours les questions à l'envers. Sa question à chaque fois, c'est il y a toujours l'espace de jeu pour savoir si son grand-père est revenu. Il est revenu, oui. Donc, ouais, c'est assez difficile de garder le cap devant la tristesse de son enfant. C'est pas facile. Est-ce que toi, tu t'as mis ta tristesse entre parenthèses, justement, pour pouvoir réussir à mieux gérer celle de ta fille? Ouais, t'es obligé. Et puis, moi, j'ai eu ce truc où, un paradoxe complètement fou, c'est que mon père, il tombe dans le coma pendant 2 mois à Paris. Et c'est donc là où je fais les allers-retours entre Paris et Marseille pour récupérer ma fille et monter à Paris. Et en fait, à ce moment-là, mon père, il est à la Pitié-Salpêtrière. Donc, ma mère passe la journée avec lui. Et quand j'ai ma fille, je montais dans la chambre de mon père. Je laissais ma mère et ma fille en bas. Il y a des grands jardins à la Pitié-Salpêtrière. Donc, je rentrais dans la chambre de mon père et je me retrouvais à pleurer pendant 15 minutes non-stop. Je séchais mes larmes. Je descendais, je récupérais ma fille. Et on partait genre à Disney, ou on partait au zoo, ou dans des parcs. C'était assez fou, en fait. Le paradoxe, c'est que je vivais le moment le plus dramatique de ma vie. Mais à côté, il y a l'innocence et la naïveté d'un enfant que tu peux pas impacter. Donc, en fait, je faisais des trucs qui étaient lunaires, quoi. Tu t'autorisais pas forcément à pleurer devant elle, à lui expliquer ce que tu ressentais, non? Non, à 2 ans, je trouvais ça trop violent. Ouais, trop dur. Donc, en fait, pas de solution autre que lui faire vivre des trucs cool, quoi. Parce que elle, j'allais pas passer du temps avec elle à Paris et attendre sur un banc en bas à l'hôpital, quoi. Est-ce qu'elle a des souvenirs joyeux dont elle te reparle, qu'elle a avec lui? Avec son grand-père, ouais, bien sûr. Ils étaient vraiment, mon père, pour le coup, c'était quelqu'un de très blagueur et ils rigolaient énormément ensemble. Et elle s'occupait de lui, elle le soignait. C'est elle qui lui prenait la température, c'est elle qui lui mettait le petit capteur au doigt pour voir la saturation, etc. Et c'est devenu un rituel, quoi. Et ouais, ils étaient très proches, donc oui, ça a été... Mais pour elle, les souvenirs, ils sont pas négatifs. Parce que même quand il était à l'hôpital et qu'il commençait un peu à se sentir bien, je me souviens de l'hôpital à Paris où il sort de son coma, où il a un peu des fils, etc. Et ma fille voulait absolument voir son grand-père. Et on devait passer par une psy, parce qu'elle était trop petite, elle venait d'avoir 3 ans. Et la psy, elle lui disait, ouais, mais tu sais, il a des... Elle dit, non, mais je veux voir mon grand-père, je veux voir mon grand-père. Et c'était fixe. Et en fait, elle est rentrée dans la chambre, hyper affaiblie, avec des tuyaux, des fils, etc. Mais elle, comme s'il avait rien, quoi. Elle se disait, je voulais voir mon grand-père, donc je vois mon grand-père. Donc elle est très... Ouais, et tu vois, en fait, c'est là que tu vois la naïveté d'un enfant, quoi. Elle n'a pas vécu ces moments comme des moments malheureux. Kamer, on va passer à la question signature. Je pose la même question à chaque fois. Okay. À tous nos invités. J'ai l'impression que pour beaucoup dans notre génération, tu sais, on n'a pas forcément eu des parents qui nous disaient je t'aime vraiment face à face. Peut-être qu'ils nous montraient leur amour autrement, en cuisinant des petits plats, en t'achetant ce que tu voulais, en faisant en sorte que tu aies tout, en te poussant dans tes études. Et en devenant parents, on crée à notre tour notre propre langage de l'amour, tu vois, c'est-à-dire notre manière de montrer notre amour à nos enfants. Toi, c'est quoi ton love language avec ta fille? Bah, ce qui se passe avec ma fille, c'est qu'on a énormément de complicité. On dort ensemble. Donc ouais, c'est ces moments où... alors, moi, pour le coup, je dis beaucoup je t'aime. On se dit beaucoup je t'aime, on se dit beaucoup de mots gentils et de mots très doux. C'est quelqu'un de très câlin. Et en fait, il y a un truc qu'elle a depuis petit, qu'elle a avec sa mère et moi, c'est que elle veut jamais qu'on fasse des trucs sans elle.
au moment de s'endormir, que ce soit la sieste ou que ce soit la nuit, elle va s'accrocher à toi. Je dis n'importe quoi, si tu as un hoodie, elle va s'accrocher avec ton cordon pour en fait être sûre que si tu te lèves, elle le sait et elle va se lever avec toi. Et en fait, elle fait toujours ça. Ça veut dire que quand elle dort avec moi, elle s'accroche, mais ses jambes ici, il faut que si je me lève, elle soit réveillée. Et on a ce truc-là. Et au-delà de ça, quand je suis pas avec elle, c'est des visios 4 fois par jour, quoi. Le matin, avant d'aller à l'école, quand elle sort de l'école, avant de dormir. Est-ce que le langage de l'amour que tu as avec ta fille, tu reproduis un peu celui que tu as reçu de tes parents ou à l'inverse, justement, tu as l'impression de faire ce qui t'a potentiellement peut-être manqué? Moi, mes parents, ils étaient très, très aimants. Mon père, il était très dur quand j'étais petit. Ma mère, elle était très douce. Et en fait, quand j'ai grandi et que j'ai commencé, quand les rôles s'inversent et que tu commences à t'occuper de tes parents, moi, je commence à nouer quelque chose de très fort avec mon père. Inconsciemment, je me suis dit que c'est ce petit truc-là, j'aurais aimé l'avoir plus tôt. J'ai essayé de lui faire vivre cet amour-là le plus tôt possible. Et aussi, il y a un truc, c'est que, je t'ai dit, j'ai découvert l'amour inconditionnel. Et ça, moi, ça m'a bouleversé. Je savais pas ce que c'était, quoi. Je savais pas ce que c'était de se lever à 7h30 du matin quand tu t'es couché à 4h et de t'en foutre complètement parce que c'est pour ton enfant et que c'est un plaisir fou. Et puis, je reviens sur ce truc de signature auquel je pensais, mais j'ai acheté une petite carte cinéma pour 2 personnes et je l'utilise qu'avec ma fille. Donc, dès qu'il y a un nouveau dessin animé au cinéma, c'est notre moment. On se prend des petits bonbons, des petits pop-corn. C'est quoi le dernier film que vous avez vu ensemble? On a vu Une nuit au zoo, ça s'appelle. Et on a développé un délire sur ça parce que, pour le coup, ce dessin animé, c'est des animaux, une espèce de forme extraterrestre qui arrive et qui transforme leurs yeux en jaune et les animaux deviennent méchants. Et un peu, quand c'est le soir et qu'elle est fatiguée, je lui fais un peu, elle me dit arrête de faire les yeux jaunes, je lui fais un peu les gros yeux. Et c'est devenu un peu un délire et on se le fait tout le temps, quoi. Tu m'as beaucoup parlé là du fait que tu as découvert l'amour inconditionnel. Ouais. Est-ce que du coup, tu t'es rendu compte de l'amour que tes parents t'ont porté, de ce qu'ils ont fait pour toi? Est-ce qu'il y a eu cette espèce de prise de conscience? Ouais, parce que, en fait, dans l'amour inconditionnel avec tes parents, tu as le beau rôle. Tu es nourri, tu es logé, on t'offre des habits, et tu t'en rends pas compte, tu as l'impression que c'est un dû. Quand c'est toi qui as le rôle, entre guillemets, le rôle du père ou de la mère, quoi, où c'est toi, en fait, qui distribue cet amour. Et j'insiste sur le fait que l'amour maternel et l'amour paternel, ce sont 2 amours extrêmement différents parce que la mère porte l'enfant et que les gestes maternels, et tu me dis si je me trompe, mais ils sont beaucoup plus instinctifs chez la femme que chez l'homme. Ça veut dire que moi, j'ai appris à être un père un peu sur le tard, quoi. C'est comme si on me fout sur un terrain de basket et je sais même pas ce qu'il faut faire, quoi. Donc, je me suis retrouvé à devoir apprendre à écouter ce que me disait la mère de ma fille parce que, en fait, j'avais l'impression qu'elle maîtrisait tellement mieux les événements que moi. Quand tu as ce rôle-là du père et que tu dois apprendre, on va dire quasiment la première année, c'est un amour qui est à sens unique. C'est toi qui portes de l'amour à ton enfant. Et moi, le bouleversement que j'ai eu, c'est quand l'amour il est devenu réciproque. Là, ça a complètement changé ma vie. Je vais remettre un peu de légèreté. Ouais. On va partir sur notre quiz. T'es quel type de papa? Et tu peux juste me répondre par ça passe ou c'est mort. Okay. Et un peu du tac au tac. Ta fille a 10 ans, elle veut ouvrir son compte Instagram. Ça passe ou c'est mort?
Ouais, c'est absolument mort. Ta fille veut rapper sur scène avec toi lors de ton prochain concert. Ça passe ou c'est mort? Ça passe. Elle te demande de ne plus parler d'elle dans tes morceaux. Ça passe, c'est mort? C'est elle qui décide. Ça passe. Ta fille ado veut se faire tatouer Kemmler sur le bras. Ah, c'est mort. À 16 ans, elle veut faire un voyage en sac à dos avec son mec sans adulte. Oh, c'est mort. Y a pas de mec déjà. Elle critique ton dernier morceau devant ton équipe en studio. Ah, ça passe. C'est drôle même. C'est à ton tour d'avoir ta fille pour Noël, mais elle te dit qu'elle préfère passer Noël avec sa mère plutôt qu'avec toi. Ça passe. Ta fille te demande un feat avec un rappeur que tu détestes pour son anniversaire. Ah, je le fais, ça passe. Tu apprends que le copain de ta fille l'a trompée. Elle te dit de ne pas t'en mêler. Waouh. Waouh, c'est mort, je pense. Ah, c'est viscéral, c'est compliqué. Ouais, c'est viscéral. En fait, ça va trop me toucher. C'est difficile, en fait. En vrai, la bonne attitude, je pense que c'est de ne pas s'en mêler pour de vrai. Du moment que, selon moi, du moment qu'il n'y a pas quelque chose de physique ou d'un traumatisme mental ou une agression mentale ou physique. Mais pour ça, je crois que si elle se fait tromper, potentiellement, j'aimerais ne pas le savoir, quoi, parce que ne pas s'en mêler, c'est extrêmement difficile. Tu dis, je vois beaucoup sur Instagram, tu parles beaucoup de ta fille, on voit beaucoup, tu partages quand elle donne son avis sur sa cover, sur la cover de tes albums. Est-ce que son avis, il compte vraiment ou... Ouais, ça compte, ça compte. Quand elle te dit que le mégot de cigarette écrasé, elle aime pas? Elle aime pas ça. Ouais, ça lui a pas plu. Elle me dit, on met pas des cigarettes sur les figures. Ça lui plaît vraiment pas. Et non, franchement, ça compte. Et de plus en plus, en vérité. C'est une des premières à qui je fais écouter mes titres avant qu'ils sortent. Mais t'as déjà changé un truc concrètement parce qu'elle a dit qu'elle aimait pas? En fait, sur les trucs comme ça, c'était des trucs qui étaient déjà sortis. Mais je crois que j'aurais pu changer. J'aurais pu changer si ça lui plaisait vraiment pas. Et j'ai fait une petite dent avec elle. C'est elle qui voulait que je fasse un petit cœur comme ça. Je l'ai fait parce qu'on est parti le faire ensemble. Elle était trop contente. En fait, ça lui plaît d'avoir un impact sur mon travail. Et comme ça me plaît que ça lui plaise, je le fais. Tu la tiens au courant quand elle est à Marseille et que toi, tu es à Paris, ce que tu fais, ton planning? Ouais, elle sait que je suis là. Là, elle sait que tu es là? Ouais, elle sait que je suis là. Elle est d'accord, c'est bon? Ouais, elle m'a dit, tu vas être sur YouTube. Pour elle, YouTube, c'est le Graal. Alors, c'est intouchable. Et elle savait que tu allais parler d'elle? C'était une émission? Oui, je lui ai dit, c'est une émission où je parle de toi et tout. Et elle m'a dit, ça veut dire que si maman elle m'autorise à aller sur YouTube, je vais pouvoir voir cette émission. Et pour elle, c'est genre au-dessus de la télé, YouTube. Bien au-dessus. Elle a aimé le décor, je crois que c'est sa couleur préférée. Bah ouais, c'est du jaune et franchement, je vais lui montrer, elle va être folle. C'est bon. J'ai pris la photo exprès pour lui montrer. C'est génial. Tu sais, tu dis souvent dans tes stories Instagram, tu blagues en disant allez, prenez vos billets parce qu'il faut que je finance la vie de ma fille. Ouais. T'en rigoles, mais est-ce que du coup, aujourd'hui, tu es dans cette dynamique-là aussi de bosser pour ta fille? Ah ouais, moi ça... En fait, je pense que chaque artiste a un côté très égocentrique où tu es quelqu'un qui veut t'acheter les plus beaux habits, avoir une façon de te comporter. Et en fait, au moment où elle arrivait, moi, pour le coup, j'avais une addiction pour les sneakers de base, les chaussures. Le jour où elle arrive, pas longtemps après qu'elle soit arrivée, pardon, j'avais un mur de sneakers et je les regardais et je me suis dit, mais c'est complètement ridicule. Ouais, j'ai eu un switch, j'ai tout vendu. J'ai tout vendu. Et en fait, elle sait que... Quand t'as tout vendu, t'as acheté quoi? T'as acheté quelque chose pour ta fille? Ah ouais, j'achète que des trucs pour ma fille. Mais en fait, j'ai pas de... Quand je vais à... Je dis n'importe quoi, je sais pas si c'est YouTube, je crois qu'on peut citer des marques, c'est OK? Oui. OK. Quand je vais à Zara, par exemple, je ne vais qu'au rayon enfant. Et en fait, tout m'intéresse. J'ai envie de tout acheter comme si c'était pour moi il y a 5 ans. Et j'ai plus ce sentiment pour moi. Alors moi, je vais me dire, un t-shirt blanc, peut-être. Mon t-shirt blanc, il est plus très frais, je vais prendre un t-shirt blanc.
Mais elle, je suis là, je vais dire, waouh, cette jupe, elle va adorer, elle adore s'habiller. Vraiment fille, quoi, les robes, elle adore ça. Je fais sa manucure, je fais sa pédicure, et j'apprends, quoi. Justement, le fait que maintenant, dès que tu peux, tu lui achètes quelque chose, comment est-ce que tu balances ça avec le fait de lui inculquer la valeur des choses? C'est dur. En vrai, c'est dur. Mais c'est à moi de me freiner. Mais sauf que le fait d'être père célibataire aussi, c'est ça. C'est que quand tu es avec ta fille, tu as envie qu'elle se dise « Waouh, quand je suis avec papa, c'est incroyable. » Et c'est en ça que j'adore qu'on parte dans des parcs d'attractions, j'adore qu'on fasse un tas de trucs parce que, tu sais, quand tu fais... Tu sais, toutes les premières fois qu'on a vécues, elles sont chambées. Même les premières fois difficiles, dans un souvenir, il y a toujours un truc cool. C'est ça qui fait vibrer. Je repense à la première fois de ma vie que j'ai vu un dessin animé, la première fois que je suis allé au cinéma, la première fois que j'ai joué au foot, la première fois que je suis allé au stade. Toutes ces premières fois-là, aujourd'hui, je me dis juste, j'ai la chance de pouvoir voir ces premières fois dans les yeux de la personne que j'aime le plus au monde. Et son sourire, c'est un truc de fou. Donc, je sais qu'elle adore Lilo et Stitch. Je vois que Zara, ils ont fait un nouvel ensemble Lilo et Stitch. Bah, je vais l'acheter parce que je veux voir sa tête quand elle va le voir, quoi. Et ça, ouais, c'est difficile. Évidemment, avec le fait de dire, bah, t'as pas ce que tu veux quand tu veux. Et ça m'est arrivé récemment. Je crois que ça m'a plus touché qu'elle. Elle a fait une bêtise. On devait aller chez le coiffeur. Elle adore aller chez le coiffeur et faire des soins. Et j'ai dit, j'y vais seul. Et waouh. T'as culpabilisé et tout? Bah, c'était hyper dur. Ouais. Mais je sentais qu'il fallait le faire. C'était le moment. En fait, je sentais que si je le faisais pas, bah, ça allait être une menace en l'air et elle allait se dire, son inconscient allait se dire, ok, quand je fais n'importe quoi, bah, ça passe quand même. Donc, je sentais qu'il fallait le faire. Je l'ai fait. Mais waouh. Maintenant, je suis curieuse. Tu peux me dire c'est quoi la bêtise? Elle avait mal répondu à ses grands-mères. Et ça passe pas du tout. Bah, surtout que ses grands-mères, elles sont à sa merci, quoi. Donc, ça, c'est mort. Et du coup, bah, ça s'est plus passé. Je m'en fichais du coiffeur, j'avais même pas envie d'y aller, moi. Je voulais l'amener pour qu'elle kiffe. Du coup, toi, t'as quand même été juste J'y suis allé parce que j'avais pris rendez-vous pour 2 et j'y suis allé. En fait, j'y suis allé plus pour lui montrer, regarde, t'as vu? Ouais. T'as l'impression que ça a marché? Ouais. Et parce que je suis arrivé avec un sac, donc je me suis acheté des trucs en plus. Ah oui. Et je lui ai dit, elle me dit, ouais, c'est quoi? J'ai dit, mais c'est pas pour toi, je me suis acheté des habits. Et là, son monde, il s'est effondré. Parce que j'ai tellement pas l'habitude de m'acheter des trucs. Pour elle, si j'achète un truc, c'est pour elle, quoi. Donc tu allais te faire coiffer, tu reviens avec des petits cadeaux pour toi et tu lui dis, voilà ce que t'as loupé. Ouais, j'ai dit, franchement, tout ça, c'était pour toi, normalement. Et là, wow. Mais elle a touché à la corde sensible aussi. Non, mais elle sait. Mais par contre, elle sait. Et puis après, évidemment, une petite demi-heure après, c'est des gros câlins et je le referai plus. Et après, j'ai gagné des habits, un câlin et une belle coupe. Elle a l'air d'avoir un sacré caractère. Elle a un gros caractère. Elle en pense quoi d'avoir un papa rappeur? Je pense que pour elle, c'est assez normal parce qu'elle n'a pas connu autre chose. Ouais. Donc ça a banalisé un petit peu le truc. Ouais, on a des caractères complètement opposés. Elle est vraiment la copie conforme de sa mère. Et moi, je suis quelqu'un de très, très, très calme. Je crie jamais, je m'énerve jamais. Quand elle s'énerve, ça me fait plus marrer qu'autre chose. Et ça l'énerve encore plus. Mais en fait, cette dualité, je crois que ça lui fait un bien fou. Ça veut dire qu'elle est ce côté avec sa mère où elles sont sanguines toutes les deux. Et avec son père, c'est le calme, c'est cool. Et je pense que ça a fait son équilibre et ça a fait qui elle est. La paternité, ça t'a amené à repenser la manière dont tu parles aux femmes? Pas la paternité. Ne serait-ce que comment j'ai évolué dans ma vie. Déjà, quand tu te sépares, évidemment, en fait, c'est une sensation d'échec. Je crois que c'est mon téléphone et je pense que c'est ma fille en plus. Quand tu te sépares, en fait, c'est une situation d'échec. Donc, tu essaies de prendre un maximum de recul pour te dire, ça fait
un peu plus d'1 an que je suis en accord avec moi-même et que j'ai toujours pris beaucoup de recul dans mon travail, pas assez dans ma vie perso pour m'analyser. Et la volonté de vouloir être un meilleur père, un meilleur fils et une meilleure personne, bah, ça fait te poser des questions tout le temps. J'ai essayé, même quand je suis énervé contre quelqu'un, j'essaie de me dire, OK, qu'est-ce que cette personne, elle, me reproche aussi. Et dans un de tes morceaux, tu dis, je crois, ex-con maladroit avec les filles, je m'en veux tellement. Il y a une prise de conscience, du coup. Bien sûr, évidemment. Après, quand t'as 20 ans, une vingtaine d'années, t'es plus... En fait, déjà, t'es bête. Ce que tu veux, c'est plus impressionner tes potes que essayer de faire du bien autour de toi. En tout cas, moi, c'était comme ça que j'étais. Et après, tu te dis, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais ça a changé dans ma vie, ça a changé dans mon rap aussi, ma façon de... Quand j'ai commencé le rap, moi, je venais des freestyles et des ego trips et il n'y avait pas de mélodie, on parlait pas de sentiments. Ça n'existait pas, quoi. Donc, en fait, tu te disais, ouais, faut que je montre que je suis un dur, faut que je montre que je suis un dur. Mais la vérité, c'est pas ça. C'est que j'en suis pas un et que, en plus de ça, moi, parler de mes sentiments, ça a changé ma vie, quoi. Parler de mes sentiments dans mes morceaux, ça a changé ma vie. Et dans l'aspect humain et dans l'aspect financier. Parce qu'au final, c'est ce qui a fait que j'ai commencé à réussir dans la musique. C'est aussi un moyen, le fait de raconter dans tes musiques, de dire des choses à ta fille que tu n'arrives pas forcément à lui dire en vrai? À ma fille, j'ai aucun... Alors, c'est très bizarre, mais j'ai aucun tabou avec ma fille. C'est vraiment... Alors, pour le coup, c'est la personne qui me fait le plus rire. Et c'est la personne à qui je me confie le plus. C'est fou de dire ça parce qu'elle a 4 ans et demi, mais en fait, j'ai vécu des trucs avec elle que j'ai vécu avec personne. Donc ouais, j'ai pas de... Mais par contre, de dire à certaines personnes, oui. Mais pas ma fille. Mais ta fille, tu dis que tu n'as pas de tabou, tu es déjà prêt à, plus tard, aborder les sujets, justement, comme on disait, les sujets de consentement, les problématiques qu'elle pourra peut-être rencontrer plus tard. C'est des conversations que tu prévois? Bah, c'est des trucs dont on parle quelques fois avec sa mère. Je pense qu'elle est un peu plus à même que moi. On sent une petite pointe de gêne là aussi, tu dis, c'est le sujet de sa mère. Ouais, parce qu'on a... Moi, j'ai été éduqué avec beaucoup de pudeur sur ces sujets-là. C'est pas du tout des trucs dont on parlait. Et je pense qu'il y a un peu plus de facilité de parler de femme à femme sur ce type de sujet. Alors, il y a des hommes qui le font très bien. Je crois pas que ce soit mon cas. En tout cas, je suis assez pudique avec ça. Et de toute façon, je le vois. Enfin, ma fille, comment elle se comporte avec sa mère et comment elle se comporte avec moi, c'est vraiment différent. Elle fait la différence entre sa mère, qui est une femme, comme elle va le devenir, et son père, qui est un homme. Et elle vit... on a cette espèce de pudeur quand même, mais c'est un amour différent, quoi. C'est un amour différent, c'est difficile à expliquer, mais je vois comment elle se comporte avec sa mère. Quand sa mère m'envoie des vidéos d'elle, je me dis, putain, ma fille, elle fait pas ça avec moi. Et c'est drôle, tu vois. Ouais. C'est drôle parce que elle sait que, des fois, elle m'appelle, elle me dit, je me maquille. Et elle sait que, ouais, papa, se maquiller doucement, pas trop. Et elle est contente parce que quand elle est avec sa mère, elle fait ses petits trucs de petite meuf et elle est trop fière. Tu lui mets quand même du vernis, j'ai vu sur Instagram. Je lui mets du vernis, ouais. Donc, mais je me fais attraper. Tu joues le jeu. Ouais, je me fais attraper. Moi, je suis un papa fragile. Moi, elle me fait un sourire, j'ai perdu. C'est toi qui lui as fait la première fois ou c'est elle qui t'a demandé? Le vernis? Ouais. Ah, c'est elle. Elle veut tous les trucs de... Ouais. Mais en fait, elle, en fait, le week-end et les vacances, elle sait qu'elle a le droit au vernis. Et bon, évidemment, elle a 800 vernis, la Reine des Neiges, Vaiana, etc. Et en fait, quand elle m'a demandé de le faire, elle me dit, toi, tu sais pas faire le vernis et tout. Je dis, mais bien sûr que si, alors que j'avais jamais fait ça, tu vois. Mais en fait, c'est devenu un moment de complicité. Ça veut dire qu'on est là, on se pose, je lui fais son vernis, on discute, on rigole. Et en fait, c'est un moment que j'adore. Et du coup, demain, si elle vient te parler, enfin demain, dans quelques années, si elle vient te parler de ses règles, tu l'envoies vers sa mère ou tu te dis, OK, on va gérer? Je pense que d'instinct, elle ira vers sa mère.
Mais si elle ressent le besoin de m'en parler à moi, c'est à moi de m'équiper sur le sujet, quoi. C'est pas un sujet que je maîtrise, donc il va falloir que je m'y penche. C'est ça. Donc, pour le moment, t'es pas prêt encore. Ouais, faut que je révise. Faut que tu révises. Ta fille, elle donne son avis sur tes morceaux, des fois? Tout le temps. Tout le temps. Ah ouais, tout le temps. C'est quoi son morceau préféré? C'est Je parle de toi et Tout sauf toi. C'est ses 2 morceaux préférés, elle les chante tout le temps. Et elle manque pas de me faire remarquer quand je dis des mots vulgaires. Je dis pas ça. Comment t'assumes? Je lui dis non, mais je me suis trompé. J'essaie de noyer le poisson. T'assumes pas trop, alors. Ouais, j'assume pas. J'assume pas parce que dans la vie de tous les jours devant elle, je dis jamais de gros mots. Les 2 moments, c'est dans mes musiques et devant un match de l'OM. Je pense que c'est les 2 fois où elle se dit, mais elle me rattrape. Hein. Elle me laisse pas. Et quand t'écris, justement, il y a des fois où tu te dis, waouh, ça, je peux pas avec ma fille. Je pense que ça a changé ma façon d'écrire. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je pense que quand tu choisis de raconter ta vie, de toute façon, comment tu évolues et ce que tu vis, ça régit ta façon d'écrire et ta façon de penser. Et au même terme que des clips, tu vois. Au même thème que des morceaux, quand tu sais que ça va être clippé et que tu es en couple, tu essaies de faire en sorte que dans les clips, il n'y ait pas de trucs qui mettent mal à l'aise la personne avec qui t'es. C'est pas facile. Quand tu es avec quelqu'un qui n'est pas du tout du milieu artistique, c'est pas facile. Dans ton titre, Veille de rentrée, tu dis une phrase qui m'a vraiment touchée. Tu dis que Dieu protège ma fille des types comme Norman. Ouais. Et du coup, c'est une phrase sur laquelle ta fille, bientôt, elle risque de tomber Ouais, je pense. et te demander d'expliquer. Ouais. Bah, je crois qu'on a... Je te parlais de ce problème, enfin de ces problèmes qui arrivent petit à petit avec l'âge. Un âge aujourd'hui qui est de plus en plus jeune, mais 13, 14, 15 ans. Bah, il y a ce problème-là, quoi. Il y a ce problème-là des prédateurs sexuels et ça fait très peur. Ça fait très peur parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de contrôler les réseaux d'un adolescent. Surtout en se disant qu'il maîtrise ça beaucoup mieux que nous. Donc, évidemment, c'est quelque chose d'inquiétant. Et je dis aussi d'un petit con normal ou d'un gars du parti politique de Viktor Orban, parce que ça me rendrait ouf que ma fille se mette avec un sistra ou se mette avec un crétin, quoi. Ça me ferait mal. À moi d'être assez subtil pour que ce soit pas moi qu'elle déteste. Il y a une phrase que dit ma mère, t'as le moment où tu dois devenir beau-père, ça veut dire que tu dois accepter, au moment où je vais devoir accepter un homme qui est avec ma fille, même s'il me déplaît, ce que ma mère dit, c'est mieux vaut gagner un fils que perdre une fille. Donc en vrai, bah, il va falloir s'adapter, quoi. J'espère que, en tout cas, j'essaie de lui donner un maximum d'armes pour qu'elle réfléchisse d'elle-même. J'essaie de créer une indépendance chez ma fille aussi. Qu'elle se dise que si j'ai besoin de quelqu'un uniquement pour du matériel ou quoi, je vais plutôt aller voir mon père que essayer de trouver un mec pour ça. Je veux qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un, quoi. Si un jour elle se met, dans l'idéal, qu'elle tombe amoureuse d'une bonne personne, quoi. Je sais que tu es devenu artiste indépendant. Est-ce que c'est un choix lié à ta vie de famille ou pas du tout? Pas vraiment, mais il y a eu un peu de chance dans ça. C'est que moi, j'avais signé 3 albums chez Universal. J'ai fait un premier album en indépendant. Ensuite, j'ai signé pour 3 albums chez Universal, chez Def Jam. Et on va dire que le deuxième album, il y a eu un vrai down et ça a commencé un peu à mal se passer professionnellement, parce que ça a impacté forcément ma musique. Et il me restait plus qu'un album à livrer. Ma carrière était un peu en berne, en vérité. Je pensais arrêter, je me suis beaucoup posé de questions. Parce que financièrement, c'était trop compliqué et que je prenais plus de plaisir dans ce que j'aimais le plus. La vie a fait que j'ai sorti cet album qui a marché. Il a commencé à avoir une vraie explosion sur les réseaux et
Et on a commencé à remplir une tournée de manière complète. Ça a un peu changé ma vie. Et à la sortie de ce projet-là, je me retrouve en indépendant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité de faire ce que je veux, de gagner plus d'argent en sortant des titres, autant de titres que je veux. Si je veux sortir 10 titres par mois, je sors 10 titres par mois. Et en fait, ça arrive au meilleur moment de ma carrière. Ça veut dire que moi, j'ai pas connu de pic plus haut que celui dans lequel je suis aujourd'hui. Et ouais, j'ai l'impression que des fois, je me dis que c'est mon père qui contrôle un peu le truc. J'ai l'impression que depuis qu'il est parti, il y a quelqu'un qui a appuyé sur un bouton pour que tout se passe bien pour moi, quoi. Justement, tu as ton album, Alain, qui porte le nom de ton père. Est-ce que tu te dis qu'il y aura un album qui sera dédié à ta fille? Franchement, j'y pense. J'ai écrit un titre sur ma fille qui s'appelle Nirvana, parce que ma fille s'appelle Anna. Et en vrai, je me rends compte que quand j'ai écrit ce titre, on se connaissait pas assez. En fait, je l'ai écrit quasiment à la naissance, parce que c'est forcément un truc dont tu as envie de parler. C'est un bouleversement, c'est un changement de ta vie. Mais aujourd'hui, si j'écris un titre, ouais, je pense que déjà, avant d'écrire un album, si j'écris un titre qui la concerne, déjà, il faudra que je sois meilleur que Youssoupha, parce qu'il a réussi à faire un titre incroyable. C'est vrai. Ah, il nous rend pas les choses faciles, mais du coup, ouais, il faudrait trouver un angle. Et elle te marrant. demande? Elle te demande d'écrire une chanson pour elle? Pas tant, elle veut savoir si je parle d'elle. Ça, c'est le plus important. Si je suis un plateau télé, une émission, un truc, t'as parlé de moi, qu'est-ce que t'as dit? Donc, il faut que On je lui parle fait un d'elle. coucou. Anna, c'est Là, ça? Anna, ouais. Ben, du coup, là, on parle que C'est d'elle. jaune, c'est pour toi, Anna. Elle va tout regarder. Si on parle que d'elle, elle va tout regarder. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu envie de tout lâcher pour te consacrer justement exclusivement à ta fille? J'ai eu envie de tout lâcher à un moment. J'ai voulu arrêter la musique. C'est assez partagé. C'est que c'était pas pour me consacrer uniquement à ma fille, mais c'était en me disant, je gagne pas assez d'argent pour pouvoir assumer ma famille et ma fille. Donc oui, ça a été une raison qui a fait que je me disais, je vais arrêter. Aujourd'hui, pour elle, ça fait partie de moi, la musique. Elle sait que venir au studio, venir en concert, c'est des moments de fou pour elle. Elle adore ça. Et ouais, en fait, ça me fait rire parce que on s'appelle en visio, elle me dit t'es où? Je dis bah je suis en studio. Elle me dit ok, montre-moi et à qui. Elle est hyper au fait de ce que je fais et elle adore ça. Donc ouais, aujourd'hui, je pense que si j'arrêtais, elle serait pas très contente. Et ce serait pour faire quoi si t'arrêtais? Waouh, c'est impossible. Si j'avais encore les jambes, ça aurait été pour être footballeur, par exemple. Mais la vérité, je les ai pas et je les ai jamais vraiment eues. Il n'y a pas de métier qui me fait plus vibrer que la musique. Quand je me lève le matin, que j'ai dormi à 4 heures du matin, parce que j'étais en studio et que je me lève à 9 heures du matin parce que j'ai un autre studio pour bosser pour un artiste, écrire pour un artiste. Je me lève, je vis pas la contrainte, quoi. Alors que je faisais des nuits complètes et quand je travaillais, quand j'étais manutentionnaire ou que je travaillais en tant que démonstrateur chez SFR, je me rappelle, j'ai des images en tête de me lever le matin, d'avoir fait une vraie nuit, de me lever le matin, de mettre une jambe de mon pantalon et de regarder dans le vide pendant 10 minutes. De me dire, ouais, c'est ça ma vie. L'aspect professionnel, dans nos vies, ça représente quoi, 70 ou 80%? Si pendant 80% du temps, t'es pas heureux, ta vie, elle est dure. Est-ce que tu penses que ta fille, du coup, elle va bosser dans le milieu artistique? Elle a l'air d'avoir du caractère, elle connaît, elle donne son avis. Ouais, tu penses que ça va l'attirer? Je sais pas, je me pose la question parce que de plus en plus, elle fait des petites vidéos avec sa tante. Et elle adore. En fait, elle présente de la bouffe, elle dit voilà, on va manger ça et tout. Elle se comporte vraiment comme une youtubeuse alors qu'elle regarde pas tant YouTube, quoi. Et je me dis, mais c'est fou. Elle a un peu cette fibre-là, ça me fait un peu flipper. Et en plus, pour la faire rire, je fais des petits montages CapCut avec des petits effets et tout. Et elle, ça la rend complètement folle. Et c'est quelqu'un qui adore la danse, qui adore la comédie. Et je me dis que peut-être qu'elle sera attirée par ces milieux-là. Mais jusqu'à présent, quand je veux l'inscrire, en fait, elle veut que si je l'inscris à la danse, il faut que moi, je sois dans la salle
et que je regarde ce qu'elle fait. Si je suis dehors, elle ne peut pas le faire. Que ce soit moi ou sa mère. Mais en fait, elle veut nous montrer ce qui se passe et elle n'accepte pas d'être seule et qu'on ne voit pas ce truc-là. Donc jusqu'à présent, on n'a pas pu l'inscrire à un truc extrascolaire. Mais ouais, je sais que la danse et faire le show, ça lui plaît, quoi. Et si plus tard, elle veut se lancer là-dedans, que ce soit la danse ou peut-être même chanter, et que tu sens que c'est pas son truc, t'oses lui dire ou... Oui, bien sûr. Non, oui. Tu lui dis et oui, tu lui dis non, on persévère, on travaille ou on arrête? Oui, on travaille. On travaille. J'ai commencé le rap, j'étais nullissime. Nullissime. Et j'avais le recul pour me trouver nul. Donc, pour moi, c'est qu'une question de recul. Si tu as le recul nécessaire et que tu travailles intelligemment, il y a moyen de progresser vite. Si tu n'as pas le recul, que tu n'as pas le bon entourage pour te dire attention, c'est nul, bah évidemment, tu perds pied, quoi. Tu sais plus ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et non, je serais le premier à lui dire. Et tu aimerais travailler avec elle, si c'est le cas, ou tu la laisserais entrer? Génial, oui, ce serait génial. J'adorerais travailler avec ma fille. Ce serait fou. Bah oui, ce serait fou. Tu la vois comment, ta relation avec elle, dans 10 ans? Très proche. Je pense que plus elle va grandir et plus on va se rapprocher parce que je pense que je suis un papa à l'écoute. Et comme je te disais, je suis quelqu'un de très calme. J'analyse les situations, je discute. On a beaucoup de discussions. Moi, ces colères, je les règle en discussion pour essayer de comprendre pourquoi ça va pas et comment ça peut aller mieux. Et quand elle se dispute avec sa mère et qu'elle pleure, elle m'appelle en visio. Et je lui dis quoi faire pour récupérer un petit peu de sa maman. Et en vrai, ouais, on est complices, quoi. Et justement, comme tu sais comment désamorcer une colère rapidement, est-ce qu'il y a des choses que tu sais que tu dois faire, des petites choses que tu cuisines, un petit doudou que tu amènes? Elle a pas de doudou, elle, pour le coup. Mais je sais que quand elle pleure, faire une blague, ça peut vraiment arrêter tout. Elle se frappe une barre et après elle se dit bah vas-y, j'ai rigolé, ça y est, c'est trop tard. C'est trop tard, genre j'ai plus de crédibilité en tant que petite fille qui pleure. Quand vous passez la journée ensemble, qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas école, c'est quoi une journée type? Le vendredi soir, quand je vais la chercher, on mange avec ma mère. Elle sait que le week-end, elle a le droit au dessin animé. Donc on se regarde Disney en général. Alors, si je la suis, on regarde tous les jours 15 fois le même Disney, c'est insupportable, donc j'essaie de lui faire découvrir d'autres trucs. C'est lequel, le son préféré? Ça dépend. Ça dépend. Des fois, il y a un dessin animé qui est sur Canal et qui s'appelle Luck, et je peux plus le voir, ce dessin animé. Je l'ai tellement vu, je connais les répliques par cœur, alors que le dessin animé est pas ouf. Et ça me rend dingue. En général, le samedi, on se fait un ciné. Très souvent, on va au parc. J'ai mon meilleur ami qui a 3 filles, et elles sont très proches. Il y a 2 grandes et une qui a son âge. Et elles ont grandi ensemble, donc elles sont très proches. Donc en général, on va au parc. Quand il fait pas beau, on va dans tu sais, les parcs fermés. Ah oui, je sais. On fait souvent des trucs comme ça, où le son est... où t'as envie de te foutre en l'air, mais elles kiffent, donc on le fait. Et en fait, il y a un truc qu'on fait, c'est que le matin, quand elle se lève, si je vais déjeuner avec ma mère et elle mange quasi rien. Si je suis pas là, elle mange tout. Donc moi, je les laisse déjeuner ensemble. Elle remonte, on commence à jouer, etc. En général, on peut se faire un petit resto avant d'aller au ciné. On finit le ciné. En général, elle fait une petite sieste. Et voilà. Et après, je t'ai dit, on alterne sur le dimanche avec les parcs et les trucs comme ça. Et puis quand c'est les vacances, j'essaie toujours de trouver un parc d'attractions où on a fait Center Park, on a fait Futuroscope sur les dernières vacances. Là, je vais peut-être faire Parc Astérix. J'essaie de lui faire découvrir des trucs. On a fait des parcs d'eau aussi. Et j'essaie d'enlever un petit peu... Elle a peur des parcs d'eau et j'essaie de faire les trucs avec elle et de débloquer ces situations-là. Il y a un gars qui nous a ramené le petit déj au lit. Pour elle, c'était du jamais vu, quoi, d'avoir un petit déj au lit. Alors que dans le lit, on n'a pas le droit de manger. Normalement, pour elle, c'était fou. Donc, ouais, c'est ça. C'est en fait lui faire découvrir des premières fois à chaque fois. Parce que je prends trop de plaisir à l'avoir émerveillée.
Et t'es du genre à tout filmer, 15 millions de photos dans le téléphone? Elle remplit une énorme partie de mon téléphone. Surtout qu'on s'envoie des photos avec sa mère tout le temps, donc évidemment que oui. Et par contre, en ce qui concerne les réseaux, moi, je filme jamais le visage de ma fille. Donc, c'est toujours moi que je filme. Et en fait, ma fille, j'ai juste besoin de lui poser une question. Je sais qu'il va y avoir 10 phrases de fou dans la vidéo. Donc, ça me fait marrer, elle, ça la fait marrer. Ma communauté, ils kiffent. Et puis, je partage un petit moment de vie, quoi. Et quand tu es avec ta fille, est-ce que tu penses, toi, à envoyer des photos à sa maman ou c'est elle qui te demande? Oui. Ah. Ouais, on est grave comme ça. Mais après, parce que je crois que tu ne peux pas plus partager. Moi, ma question, quand je fais une photo de ma fille, je me dis qui va autant apprécier la photo que moi? Bah, à part sa mère, et ses grands-parents, et le reste, c'est pas pareil. On t'envoie à la grand-mère avant la mère, du coup? Je fais un envoi groupé, il y a toujours ma là, mère. Là, je vois que tu veux pas t'embrouiller avec personne. Non, je te jure, c'est vrai. C'est un envoi groupé. Non, je te jure, je fais toujours ma mère et sa mère à elle. Donc, ouais, je fais toujours ça. En fait, parce que je sais que c'est elles qui vont le plus apprécier ces photos-là. Je vais pas l'envoyer à mes potes, ils vont me dire ouais, super, mais ok, quoi. T'envoies à des potes des fois? Ouais, à des potes qui ont des enfants, tu vois. Ouais. On peut se marrer parce que je sais que c'est chiant pour les potes qui n'ont pas d'enfants et ils vont me dire ok, super. Si on te propose une grosse opportunité, un gros concert, tu vois, mais ça implique de moins voir ta fille ou ça implique de louper, par exemple, le spectacle de fin d'année, tu fais quoi? Non, je le fais pas. Tu fais pas? Non. J'avais un festival déjà le jour de l'anniversaire de ma mère et je l'ai pas fait. Ah oui. Pourtant, c'était bien payé, hein, mais je l'ai pas fait. Tu sais, tu parles beaucoup de ta famille dans tes chansons, tu as l'album pour ton père, maintenant tu parles de ta fille. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit que c'était un frein dans ta carrière? Tu as remarqué que ça parlait peut-être moins aux gens ou au contraire? Non, au contraire. En tout cas, moi, c'est un moteur. Et je t'ai dit, au moment où j'ai eu, où je t'ai dit, j'ai eu l'impression d'être en accord total avec moi-même, je me suis dit, je ne fais plus rien qui me plaît pas à 100%. Ça veut dire que je fais plus les choses pour les mauvaises raisons. De toute façon, ça se passe avec tout, et y compris les médias. Je veux dire, toute ma vie, je me suis retrouvé à démarcher des médias qui ne te donnent pas l'heure, etc. Le jour où je me suis dit, en vrai, je m'en fous, tous les médias ont commencé à me contacter. Et en fait, c'est juste d'être en accord avec soi-même et de dire, OK, pourquoi tu veux absolument tous ces médias-là? Crée-toi ton audience, parle avec eux, et raconte qui t'es, tu vois. Et après, les gens viendront à toi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est partout pareil. Si j'ai envie de parler de ma famille, c'est que ça fait partie de moi. Si ça plaît pas aux gens, c'est pas grave. C'est peut-être le prochain morceau qui leur plaira plus, et voilà, quoi. En tout cas, nous, c'est pour ça qu'on t'a contacté. On a adoré voir ça. On a adoré discuter avec toi aujourd'hui. Vraiment, merci d'avoir accepté. Merci. On va faire un petit point sur ton actualité en ce moment. Je sais que maintenant, en ce moment, tu sors des titres, c'est ça? Explique-nous. Ouais, c'est ça. En fait, le fait d'être indépendant, ça me fait sortir des titres un petit peu comme je veux. J'ai envie de gâter les gens qui me suivent. Et je me suis dit que j'allais sortir à peu près un titre par mois. J'ai sorti un premier titre qui s'appelle Veille de rentrée, dont on a parlé tout à l'heure, qui est un morceau très rap. Et je pense que, pareil, tu vois, on parlait de ce truc de prendre des décisions, etc. Si j'avais réfléchi stratégiquement, j'aurais sorti un morceau peut-être un peu plus d'amour, parce que les gens, le nouveau public que j'ai, il me connaît via des morceaux d'amour ou des morceaux de rupture. Donc évidemment que c'est quelque chose qui leur parle le plus. J'avais envie de sortir ce titre-là. D'ailleurs, je l'ai fait avec Kenai, qui est un des deux producteurs du duo Banks & Wanks, qui est un producteur incroyable, que je trouve trop fort. J'avais envie de faire ça avec lui à ce moment-là, je l'ai fait. Ensuite, le deuxième titre s'appelle Si c'est toi, et c'est un morceau beaucoup plus doux, qui parle d'amour. J'aime pas trop tes manières, j'aime pas comment tu parles. Quand je sonne en bas de chez toi, j'aime pas comment tu tardes. Je préfère les yeux clairs et les robes de soirée. J'aime pas trop envoyer des messages sans arrêt. J'aime pas trop le câlin, ça me rend trop sensible. J'aime pas devoir t'attendre pour au moins 200 films. Je veux pas me mettre en couple, ça demande trop d'efforts. J'aime pas que tu sois arrivé comme un coup du sort, mais si c'est... Parce que j'avais envie de le faire à ce moment-là. Et belle tournée. Justement, est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette tournée de festival aussi? Oui, alors on fait une tournée de festival cet été. Où, on affichera les dates en bas. Ouais, trop bien. Je sais qu'il y a
le Forest Festival à Saint-Étienne, il y a le Delta Festival à Marseille. On a fait aussi l'Ocean Fest à Biarritz, qui est un festival caritatif. Et c'est des trucs qui sont importants pour moi aussi, tu vois. Notamment ces choses-là, parce que je me sens bien, en fait, de faire des choses bien pour d'autres personnes. Et ouais, il y a tout qui se goupille bien. Je suis hyper content. Je me sens bien dans ma vie professionnelle. J'écris pour beaucoup d'artistes pop aujourd'hui. Et de plus en plus, ça me laisse très peu de temps pour moi. Mais du moment que ça me laisse toujours mes petites semaines avec ma fille, je suis top. Je vais aussi inviter les gens à te suivre sur les réseaux parce que justement, cette good vibe, on la retrouve aussi sur Instagram, sur Kemmler. J'adore suivre. Vous allez aussi avoir des petites recettes parce qu'il y a un chef cuisinier, c'est toi quand même. Ouais. Futur Etchebest, c'est comme ça. C'est ça que tu dis Etchebest, tiens-toi bien. Merci beaucoup d'avoir été là, Kemmler. Ici, tu le sais, c'est chez toi, c'est toi qui vas conclure l'émission. Ouais. Et je vais te demander de regarder la caméra et de conclure en répondant à 3 questions. Ok. La première question, c'est quel conseil est-ce que tu peux donner à tous les papas ou futurs papas? Ma deuxième question, c'est si tu veux que ta fille, elle retienne une valeur de toi, ça serait laquelle? Ok. Et la troisième question, c'est justement, si ta fille regarde cet épisode dans quelques semaines, dans 5 ans ou dans 10 ans, adresse-toi directement à elle pour lui passer un message. Ok. C'est bon pour toi? Je vais essayer de me rappeler de tout. Merci, Kemmler. Merci beaucoup. La première chose, je pense que c'était au niveau des conseils et je crois pas que j'ai de conseils à donner. Je pense, faites-vous confiance, ayez confiance à votre instinct. Et faites confiance à votre enfant. Je pense que c'est le meilleur des conseils que je peux donner. S'il y a une valeur que j'aimerais que ma fille retienne, c'est la générosité. Je pense que c'est le plus important. Et je pense que c'est ce qui va nous aider un petit peu à essayer de sauver ce monde. Et ma fille, si tu regardes cette émission, je t'aime. Tu le sais, je t'aimerai toute ma vie. Il n'y a pas un homme qui t'aimera plus que moi. Bisous, ma fille.